En 2017, des astronomes ont repéré une étoile brillante qui se précipitait hors de la Voie lactée. Elle se déplaçait incroyablement vite, à une vitesse de 3 millions de km/h. C'est presque 4 fois plus rapide que l'orbite du Soleil autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il faut à notre étoile plus de 225 millions d'années pour effectuer un tour complet. Bref, revenons à notre étoile voyageuse. Le principal problème était qu'elle se déplaçait dans la direction inverse de la plupart des étoiles voyageant autour du centre de notre galaxie. Encore plus étrange, elle était composée de matériaux totalement différents de ceux que l'on rencontre d'habitude. Les astronomes ont réussi à identifier sa composition. L'étoile était faite d'atomes lourds et métalliques, tandis que la plupart des autres étoiles sont composées d'éléments beaucoup plus légers. L'étoile vagabonde a reçu le nom de LP 40-365. Elle se déplaçait si vite qu'elle est littéralement sortie de notre galaxie. Cela a conduit les scientifiques à penser que notre voyageuse spatiale avait été projetée hors de sa position par une sorte de catastrophe cosmique comme une supernova. Une supernova est la plus grande explosion qui puisse se produire dans l'espace, l'explosion d'une étoile. Elle se produit après le début de changements irréversibles dans le noyau de l'étoile. Les supernovas peuvent se produire de deux façons, dans les systèmes d'étoiles binaires ou bien lorsqu'il y a une seule étoile. Les étoiles binaires sont deux étoiles qui orbitent autour du même centre. À un moment donné, l'une des étoiles, une naine blanche très dense, commence à dérober de la matière à sa partenaire. Après un certain temps, cette voleuse accumule trop de matière, ce qui la fait exploser en supernova. Il peut aussi s'agir d'une étoile unique qui arrive à la fin de sa vie et épuise son carburant. De plus en plus de masse s'écoule dans le noyau de l'étoile. À la fin, le noyau devient si lourd qu'il ne résiste plus à sa propre gravité. Après l'effondrement du noyau, une énorme quantité d'énergie est libérée dans une supernova. Mais les astronomes n'arrivent toujours pas à comprendre comment une supernova a pu propulser LP 40-635. Il y a plus de questions que de réponses. S'agissait-il d'une étoile binaire qui a été projetée par l'onde de choc créée par une supernova? Ou était-ce un morceau de l'étoile qui a explosé? Une nouvelle étude, basée sur les données recueillies, a montré que l'étoile, qui est une naine blanche, continue de tourner lentement autour de son axe. Les astronomes sont presque sûrs que cela signifie que LP 40-365 n'est en fait qu'un morceau de débris spatial, et non une étoile à part entière. Ce morceau errant a en quelque sorte réussi à survivre à l'un des événements spatiaux les plus violents qui soient. Mais après avoir tiré une telle conclusion, les scientifiques ont réalisé quelque chose d'étonnant. Les caractéristiques inhabituelles de LP 40-365 auraient pu apparaître après que l'étoile ait été témoin d'une supernova. Même si cet événement s'est produit à la vitesse de l'éclair, la composition entière de l'étoile a été modifiée. La plupart des étoiles se composent principalement d'hélium et d'hydrogène, mais LP 40-365 est différente. Elle contient des éléments lourds comme le magnésium, l'oxygène et le néon. C'est sans doute la supernova qui a ajouté ces atomes à la composition de l'étoile. Au fait, les astronomes considèrent tous les éléments plus lourds que l'hélium comme des métaux. Cela signifie qu'après avoir été témoin de la supernova, LP 40-365 est devenue, pour ainsi dire, métallique. Pour l'instant, l'étoile n'a pas ses propres planètes, mais le Satellite Transiting Exoplanet Survey de la NASA, qui est à l'affût des planètes lointaines qui passent devant leur étoile haute et la rendent moins brillante, a remarqué une chose curieuse. LP 40-365 s'illumine puis s'assombrit à nouveau tous les 8,9 heures. Cela pourrait signifier que l'étoile pulse, même si les pulsations stellaires sont généralement beaucoup moins régulières. Une explication plus plausible est que la surface de l'étoile est irrégulière, et comme elle tourne, les taches solaires apparaissent et disparaissent de notre vue. Et c'est une excellente nouvelle, car une fois que les astronomes auront déterminé la vitesse de rotation de l'étoile, ils pourront comprendre ce qui lui est arrivé il y a environ 5 millions d'années au moment de la supernova. L'exoplanète bleu vif HD 189733b semble paisible et étrangement familière. Ne ressemble-t-elle pas à la Terre? Mais cette apparence cache une nature terrifiante. Là-bas, les vents soufflent à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde brûlant, il pleut du verre de façon latérale. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète.
La théorie la plus plausible est que ce signal a été produit par un disque de poussière entourant l'étoile, mais il n'y a pas assez de preuves pour confirmer cette hypothèse. Mercure est la planète la plus rapide du système solaire. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse vertigineuse de plus de 160 000 km/h, soit environ 60 000 km/h de plus que notre planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles une année de Mercure équivaut à 88 jours sur Terre. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus proche du Soleil. C'est pourquoi, si tu te tenais à sa surface lorsqu'elle se trouve au plus proche de notre étoile, le Soleil semblerait plus de 3 fois plus grand que sur Terre. Le pulsar de la Veuve Noire est une étoile à neutrons en rotation qui dévore sa partenaire, une étoile naine brune légère. Plus le pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus force l'étoile partenaire à s'étioler. Il y a une sorte de pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure, mais elle est tout sauf paisible et sûre. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et se trouve dans une nébuleuse à environ 6500 années-lumière de la Terre. Une nébuleuse est un nuage géant de gaz et de poussière flottant dans l'espace. L'énergie intense que les bébés étoiles émettent fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge inquiétant. Cette énergie est si puissante qu'elle ronge ces nuages sombres de poussière. Les astronomes peuvent les voir disparaître comme des morceaux de beurre sur une poêle chaude. L'exoplanète lointaine Gliese 436b, qui fait à peu près la taille de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace brûlante. Oui, la glace est en train de brûler. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie que l'exoplanète voyage très près de son étoile mère. Cela pourrait être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 427 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de glace X. Et cette glace reste solide malgré des températures aussi incroyablement élevées. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est 318 fois plus massive que la Terre. Elle est aussi 2 fois et demi plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Mais voici un paradoxe. Si cette géante gazeuse devenait encore plus massive, elle deviendrait en fait plus petite. La masse supplémentaire rendrait la planète plus dense, et cela ferait en sorte qu'elle commencerait à se replier sur elle-même. Les astronomes affirment que Jupiter pourrait finir par être 4 fois plus massive qu'elle ne l'est actuellement. Mais en même temps, sa taille ne changerait pas. La galaxie DGSAT I est aussi grande que la Voie lactée, mais elle est presque invisible car ses étoiles sont réparties de façon incroyablement clairsemée. Mais ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type qui se trouvent généralement regroupées en amas. Cela peut signifier que DGSAT I s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Si cela est vérifié, la galaxie est un véritable fossile vivant. Hyperion, la lune de Neptune, est l'une des lunes à l'apparence la plus étrange du système solaire. Mais ce n'est même pas sa caractéristique la plus notable. Sa roche, ressemblant à de la pierre ponce, est marquée d'innombrables cratères. Et elle est aussi chargée d'électricité statique qui s'écoule dans l'espace. À environ 4000 années-lumière de la Terre, se trouve une planète qui semble être un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin. Cela signifie qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Cérès est le corps spatial le plus massif de la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. Il totalise presque un tiers de la masse totale de toute la ceinture. Mais en même temps, Cérès est la plus petite des planètes naines qui existent. C'est aussi la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes et également la seule qui se trouve dans le système solaire interne. Les astronomes qualifient parfois Jupiter d'étoile ratée. La géante gazeuse contient en effet beaucoup d'hélium et d'hydrogène, mais sa masse n'est pas suffisante pour lancer une réaction de fusion dans son noyau. Or, c'est exactement comme cela que les étoiles produisent de l'énergie. Elles fusionnent les atomes d'hydrogène sous une pression et une chaleur extrêmes et créent de l'hélium. Au cours de ce processus, elles libèrent aussi de la lumière et de la chaleur. Jupiter ne pourrait déclencher une réaction nucléaire et devenir une étoile que si sa masse était 70 fois supérieure à sa masse actuelle. L'espace est totalement et tristement silencieux. C'est parce que dans le vide de l'espace, il n'y a pas d'atmosphère. Or, les ondes sonores ont besoin d'un support pour voyager. C'est pourquoi les mondes avec une atmosphère, comme la Terre, sont pleins de bruit. Contrairement à leurs cousins supermassifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros que des atomes. Mais même comme ça, un seul d'entre eux pourrait avoir la masse d'1 millier de voitures.
Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs pourraient avoir été créés juste après le Big Bang. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Chaque heure, le Soleil envoie plus d'énergie à la Terre que notre planète n'en utilise en un an. Mais même si les gens utilisent aujourd'hui beaucoup plus d'énergie solaire qu'il y a 10 ans, cela ne représente toujours que 0,7% de la consommation annuelle d'électricité dans le monde. Il pourrait y avoir des lunes en orbite autour d'autres lunes, mais les astronomes ne se sont pas encore mis d'accord sur cette théorie. Les planètes orbitent autour des étoiles, les lunes orbitent autour des planètes. Mais pourquoi ne peut-il y avoir des lunes de lunes, aussi appelées sous-satellites ou sous-lunes? Des chercheurs affirment que les lunes de lune pourraient exister, mais la lune haute doit être suffisamment massive et la lune de lune suffisamment petite. Il doit aussi y avoir une grande distance entre ces lunes et la planète haute. Jupiter est la planète la plus massive du système solaire. Cela signifie que sa gravité est aussi la plus élevée. Elle est 2,5 fois plus importante que celle que nous avons sur notre planète. Un jour, la gravité de la géante gazeuse a même détruit une grande comète appelée Shoemaker-Levy 9. Puis, la planète a goulûment avalé les débris de l'ancienne comète. Si tu te tenais sur l'équateur de Mars, la température à tes pieds serait comme celle d'une chaude journée de printemps, mais ta tête serait littéralement gelée. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes vagabondes ont un jour été projetées loin de leurs étoiles mères. Mais l'une d'entre elles, qui flotte à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores clignotantes incessantes dans l'espace de celle-ci. Europe est l'une des plus grandes lunes de Jupiter, même si elle est plus petite que la lune de la Terre. Mais ce qui est étonnant avec ce satellite de la géante gazeuse, c'est qu'il est recouvert de glace. Et une partie de cette glace est lisse, ce qui signifie que tu pourrais y patiner. Et un triple axel d'1 mètre que tu peux effectuer sur notre planète te propulserait à 7 mètres dans les airs. En même temps, la vitesse d'atterrissage sur Europe serait la même que sur la Terre. Haumea, une planète naine en orbite dans la ceinture de Kuiper, a une forme allongée plutôt bizarre, ainsi que 2 lunes. La journée sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait le corps céleste de grande taille qui tourne le plus vite dans le système solaire. Mais la chose la plus mystérieuse à propos d'Haumea est que la planète est entourée d'un mince anneau de 64 km de large. Les astronomes n'ont pas réussi à comprendre comment ou pourquoi il est apparu autour de la planète naine. 11 terres pourraient tenir sur l'équateur de Jupiter, et si notre planète avait la taille d'un raisin, la géante gazeuse serait aussi grande qu'un ballon de basket. 9 vaisseaux spatiaux ont déjà visité Jupiter. 7 d'entre eux ont simplement survolé la planète et 2 se sont mis en orbite autour de l'énorme planète. Le plus récent d'entre eux, Juno, est arrivé au-dessus de Jupiter en 2016. Les cratères du pôle sud de la Lune sont probablement la zone la plus glaciale de tout le système solaire. Le sol des cratères est toujours dans l'ombre. C'est pourquoi la température n'y dépasse jamais moins 238 degrés Celsius, même pendant la journée. Si tu décidais de prendre un avion pour te rendre sur Pluton, ton voyage durerait environ 800 ans. Tu trouveras la plus haute montagne du système solaire sur un astéroïde appelé Vesta. Son sommet s'élève à 22,5 km de la base de la montagne. Cela rend Rhea Silvia, c'est ainsi que s'appelle la montagne, presque 3 fois plus haute que l'Everest. Les anneaux de Saturne n'ont pas été découverts en une seule fois, cela s'est fait progressivement. C'est pourquoi ils ont été nommés par ordre alphabétique dans l'ordre où les scientifiques les ont trouvés. Ils se nomment donc D, C, B, A, F, G et E. Une journée sur Vénus dure environ 243 jours terrestres, mais la mauvaise nouvelle est que tu devras attendre le week-end pendant 3 ans. Tout cela parce qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Un phénomène solaire appelé événement terminateur a eu lieu à l'équateur du Soleil. Des collisions désastreuses de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent presque toutes les décennies. Les vents sur Neptune sont les plus rapides de notre système solaire. La plupart d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 2600 km/h. Presque n'importe laquelle de ces énormes tempêtes pourrait facilement avaler notre planète entière. La 18e étoile la plus brillante du ciel nocturne, Fomalhaut, offre un spectacle terrifiant. Elle est surnommée l'œil de Sauron, car un anneau de poussière et de débris qui l'entoure lui donne l'apparence d'un œil géant qui sonde les profondeurs de ton âme. L'étoile intimidante a plus de 2 fois la masse de notre Soleil et se trouve à 25 années-lumière de la Terre.
ce qui n'est pas si loin si l'on considère les distances dans l'espace. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de la planète vont détruire Phobos. Cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de Mars. Chaque année, un astéroïde de la taille d'une voiture entre dans l'atmosphère de notre planète. Un tel intrus pourrait rayer une petite ville de la surface de la Terre. La poussière et la fumée s'élèveraient dans l'atmosphère, empêchant la lumière du Soleil d'atteindre la surface de la planète. Cela ferait chuter les températures dans le monde entier et le climat changerait radicalement. Heureusement, de tels astéroïdes brûlent dans l'atmosphère avant même de s'approcher de la surface. Le signal radio produit par un vaisseau spatial lorsqu'il entre en contact avec la Terre est moins puissant qu'une ampoule électrique dans ton réfrigérateur. Lorsque ce signal atteint notre planète, sa puissance n'est plus que d'un milliardième de watt. Pas étonnant que les antennes qui recueillent ces signaux super faibles soient énormes. Le Deep Space Network, qui détecte les signaux des vaisseaux spatiaux, a des antennes paraboliques qui mesurent jusqu'à 70 mètres de large, soit plus que la largeur d'un terrain de foot. En 1999, la NASA a perdu un orbiteur de Mars parce qu'une équipe d'ingénieurs utilisait le système métrique, tandis qu'une autre faisait des calculs à l'aide du système impérial. Les nébuleuses sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Avec le temps, la gravité commence à tirer ces amas de poussière et de gaz ensemble. Ils deviennent de plus en plus grands et leur gravité augmente. Un jour, la masse d'une nébuleuse devient si importante qu'elle s'effondre sous sa propre gravité et forme une nouvelle étoile. À environ 4000 années-lumière, dans la constellation du Scorpion, se trouve la nébuleuse du Papillon. Son envergure est supérieure à 3 années-lumière, et la structure à l'intérieur de la nébuleuse est l'une des plus compliquées jamais observées. L'étoile centrale de la nébuleuse, une naine blanche, est chauffée à une température folle de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle a été formée à partir d'une autre étoile énorme, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. La naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui fait que toute la structure ressemble à un sablier ou à un papillon. Si tu décidais de regrouper tous les astéroïdes connus du système solaire, leur masse totale ne dépasserait même pas 10% de la masse de notre Lune. Un nuage de vapeur d'eau flotte dans l'espace. Il entoure un trou noir supermassif à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Le nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau sur notre planète. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau est apparu seulement 1,6 milliard d'années plus tard que l'univers lui-même. Les objets les plus denses de l'espace sont les étoiles à neutrons. Elles ont la taille d'une petite ville et pourtant leur masse est environ 1,4 fois celle de notre Soleil. Une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Et la gravité d'une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité de notre planète. En 1993, la sonde Galileo est passée devant un astéroïde miniature. Il ne faisait pas plus de 32 km de diamètre. Et pourtant, cette petite chose avait une lune de 1,5 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tonnes de lunes en orbite autour de planètes mineures dans le système solaire. Nous vivons techniquement à l'intérieur du Soleil. L'atmosphère de l'étoile s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à sa portée. C'est ainsi que les rafales du vent solaire créent des phénomènes aussi époustouflants que les aurores boréales et australes. Le centre de la Voie lactée est une scène où se donne la réplique un rayonnement intense, une forte gravité et de nombreux mystères. Un endroit où les forces de la nature sont poussées à leurs limites. Mais que se passerait-il si notre propre planète se retrouvait dans ce théâtre cosmique ? Que se produirait-il si la Terre parvenait d'une manière ou d'une autre à y survivre ? Commençons ce voyage au cœur de notre galaxie pour le découvrir. Imagine ceci. Tu flottes dans l'espace entouré de milliards et de milliards d'étoiles. Soudain, tu aperçois au loin une masse brillante et tourbillonnante de gaz et de poussière. Il s'agit, mon ami, de la Voie lactée, autrement dit, notre maison dans les vastes étendues de l'univers. On estime que la Voie lactée contient plus de 100 milliards d'étoiles et qu'elle s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En d'autres termes, si on voyageait à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour la traverser d'un bout à l'autre. Cela représente quelques milliers de milliards de kilomètres. Et il ne s'agit pas seulement d'un ensemble statique d'étoiles et de gaz, mais d'un système dynamique en constante évolution. En fait, la Voie lactée se déplace actuellement dans l'espace à une vitesse d'environ 2,1 millions de kilomètres à l'heure. L'un des aspects les plus fascinants de notre galaxie est sa forme.
La Voie lactée est une galaxie spirale, ce qui signifie qu'elle ressemble à un disque avec un bulbe central et des bras spiraux. Les bras spiraux sont les zones où naissent les nouvelles étoiles. C'est là que se concentrent le plus d'étoiles, de gaz et de poussière, et que se trouve le système solaire. Notre système est comme une minuscule tache dans la grande tapisserie cosmique de la Voie lactée. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie, une distance plutôt importante, n'est-ce pas? Le système solaire se déplace également dans la Voie lactée en orbite autour du centre de la galaxie. Il lui faut approximativement 230 millions d'années pour effectuer une orbite complète autour de la galaxie. Imagine un peu. Depuis l'époque des dinosaures, nous n'avons parcouru qu'un quart de ce chemin. La position du système solaire dans la galaxie a de nombreuses répercussions sur notre vie. Par exemple, la quantité de radiation et de rayons cosmiques à laquelle nous sommes exposés, et même la probabilité d'impact d'astéroïdes, etc. De plus, grâce à notre emplacement, nous pouvons jouir de vues étonnantes de l'univers qui nous entoure. Depuis notre point d'observation dans la Voie lactée, nous pouvons observer d'autres galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles dans des détails à couper le souffle. Nous évoluons aussi dans un voisinage très actif, avec de nombreuses autres étoiles et planètes à proximité. Nous avons donc de la chance. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas ces opportunités? Et si la Terre était située au centre de la Voie lactée? Le centre de la Voie lactée abrite une région de l'espace appelée bulbe central. Elle est remplie d'étoiles. C'est comme une boule disco, mais au lieu de miroir brillant, elle est recouverte d'étoiles. Seulement, cette boule disco est vraiment énorme. Elle a un diamètre d'environ 10 000 années-lumière. Le centre de la Voie lactée abrite également des environnements extrêmes qui feraient frémir même le plus courageux des astronautes. Les particules à haute énergie et les champs magnétiques intenses peuvent faire des ravages sur les appareils électroniques et les engins spatiaux. Les champs de radiation intenses peuvent griller tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce n'est donc pas vraiment un endroit propice à la vie telle que nous la connaissons. Si la Terre était située près du centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Examinons quelques-uns des effets potentiels. Tout d'abord, les radiations. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le centre de la Voie lactée est l'une des régions les plus irradiées de la galaxie. Cela rendrait la vie sur Terre très difficile, voire impossible. Certes, nous disposons du champ magnétique terrestre. C'est une sorte de bouclier géant qui nous protège des rayonnements nocifs provenant de l'espace extra-atmosphérique. Mais pourrait-il nous sauver si nous étions situés au centre de la Voie lactée? Malheureusement, la réponse est non. C'est un peu comme essayer d'utiliser un minuscule parapluie pour s'abriter d'une énorme tempête. La galaxie gagnerait donc facilement. Mais le tableau n'est pas si noir. Certains organismes courageux sont capables de s'adapter à des niveaux élevés de radiation. Nous avons vu que la vie sur Terre a évolué pour survivre partout, des profondeurs de l'océan aux pôles glacés de la planète. Imaginons donc ce qui se passerait si nous devions, d'une manière ou d'une autre, évoluer pour survivre dans ces conditions difficiles. Imaginons des humains dotés d'une peau dure et écailleuse qui les protège des radiations et des plantes dotées de structures uniques qui leur permettent de prospérer dans cet environnement lumineux. Mais même ainsi, les rayonnements pourraient avoir des effets très effrayants sur l'être humain. Par exemple, elles pourraient endommager les molécules d'ADN et provoquer des mutations. Imagine un monde où les plantes auraient 5 feuilles au lieu de 4, où les animaux auraient un pelage étrangement coloré, où les gens auraient des yeux d'une couleur inhabituelle, ou d'autres caractéristiques originales. Et ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs exemples. Ne parlons même pas des plus moches. En outre, elles pourraient nous faire subir des changements métaboliques. Notre corps pourrait traiter la nourriture et d'autres ressources plus rapidement, ce qui pourrait entraîner des taux de croissance plus rapides et des tailles plus importantes. Les plantes pourraient devenir grandes et larges et les animaux seraient beaucoup plus imposants que la normale. Il existe également sur Terre des organismes capables de produire de la bioluminescence. Grâce à des niveaux élevés de rayonnement, ils pourraient briller encore plus que d'habitude. Imagine que tu te promènes dans une forêt la nuit et que tu vois les arbres, les champignons et même les insectes briller d'une étrange lumière bleue ou verte. À la fois effrayant et surprenant, n'est-ce pas ?
Mais passons au prochain grand changement, la gravité. Au centre de la Voie lactée, la gravité est incroyablement forte. Tout cela grâce à un trou noir supermassif, dont la masse est environ 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Ce trou noir s'appelle Sagittarius A. Et oui, c'est notre voisin maintenant. Génial! Et en supposant que nous ne soyons pas avalés par ce trou noir ou écrasés par cette gravité incroyablement forte, cela pourrait tout de même déclencher de nombreux tremblements de terre et éruptions volcaniques. Ce trou noir serait comme un tyran gravitationnel, tirant et arrachant tout ce qui se trouve sur son chemin. En fait, si nous survivions à ce trou noir, nous participerions tous les jours à une sorte de compétition de surf grandiose. Il suffit d'ajouter un peu de frisson en risquant sa vie. Et oublions l'idée de fuir la planète. Ce ne serait plus du tout aussi simple de lancer des fusées. Oh, et les objets physiques ne seraient pas les seuls à être affectés par la gravité. Le temps s'écoulerait très différemment pour nous. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps s'écoule plus lentement dans les zones de forte gravité. En d'autres termes, les terriens vieilliraient moins vite qu'une personne située loin du centre de notre galaxie. Par ailleurs, le centre de la Voie lactée est un endroit très animé. Des étoiles, des planètes et d'autres objets célestes s'y déplacent chaque jour à des vitesses incroyablement élevées. Les positions des étoiles et des autres objets changent constamment. En d'autres termes, il faut dire adieu à la navigation normale. Les systèmes GPS ne seraient probablement pas fiables en raison de l'intensité des forces gravitationnelles et des radiations. Si tu te perds accidentellement dans une forêt phosphorescente avec des animaux effrayants, bonne chance. Mais il n'y a pas que du négatif. Le centre abrite également des nuages moléculaires. Ce sont des régions de l'espace où naissent les nouvelles étoiles. Et la Voie lactée, en général, offre des paysages étonnants. Par exemple, des nébuleuses étonnantes comme la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de l'Aigle, qui sont visibles avec des télescopes ou même simplement avec une bonne paire de jumelles. Si la Terre était située au centre de la Voie lactée, nous serions aux premières loges pour assister à certains des événements cosmiques les plus spectaculaires. Ne serait-ce pas génial ? En résumé, si la Terre était située au centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Bien sûr, nous savons tous que notre planète n'aurait pas survécu à un tel changement. Mais il est tout de même intéressant d'imaginer comment notre vie se déroulerait si nous y étions. Et à en juger par ce dont nous venons de parler, ce ne serait pas beau à voir. Alors, chérissons et apprécions notre paisible petit système solaire. Bien des questions restent sans réponse en physique. Comment la matière et l'énergie universelle sont-elles apparues? D'où vient la gravité? La liste est longue. Nous travaillons depuis des années à obtenir des réponses. Une personne mérite d'être mentionnée dans ce contexte. Paramahamsa Tewari, l'auteur de la théorie dite des vortex spatiaux. Qu'est-ce que cette théorie et que nous dit-elle des lois cachées de l'univers? Nous allons voir ça. Paramahamsa Tewari est l'ancien directeur exécutif de la Nuclear Power Corporation, en Inde. Il a repris la théorie des tourbillons proposée pour la première fois par René Descartes pour tenter d'expliquer la pesanteur, et l'a finalisée. Tewari a toujours été inspiré par la physique et ses maîtres, et ce depuis l'époque où il étudiait l'ingénierie électrique. Après une étude rigoureuse de certaines lois, il a découvert de nouvelles équations définissant la matière, ainsi que la masse et la charge de l'électron. Il a ensuite élaboré sa théorie des vortex. Cette théorie visait à expliquer certains phénomènes mystérieux, notamment la création de l'électron et des champs d'énergie gravitationnels, électrostatiques et électromagnétiques, ainsi que d'autres choses. Elle décrit également les 6 lois cachées de l'univers qui sous-tendent notre monde. Mais tout d'abord, voyons cette théorie. La théorie des vortex spatiaux suggère que l'univers est constitué de vortex, ou de réseaux d'énergie tourbillonnants. Et, selon Tewari, ces tourbillons seraient les éléments fondamentaux de l'univers. Ils seraient un peu le moteur des lois de la physique et des principes fondamentaux de notre monde. En gros, tout dans l'univers serait connecté et interconnecté grâce à ces tourbillons. Cette théorie n'est pas vraiment basée sur des observations réelles, mais plutôt sur des modèles mathématiques et informatiques. Par exemple, certains modèles informatiques ont montré comment ces tourbillons fonctionnent en hydrodynamique et en physique des plasmas.
Ils ont montré que les tourbillons dans ces systèmes peuvent avoir un point d'attraction central et être interconnectés. D'autres modèles ont permis d'étudier comment l'énergie se déplace à l'intérieur des tourbillons, en créant différentes fréquences et vibrations. Mais certains experts ont reproché à Tewari de n'utiliser que des modèles et des simulations. La plus grande critique est que cette théorie ne peut pas être réellement testée. Elle repose sur les mathématiques et non sur des données expérimentales. Pour cette raison, elle n'est pas acceptée de manière officielle par les scientifiques. Mais elle est tout de même intéressante et apporte un point de vue unique sur l'univers et notre compréhension de ses lois. Par exemple, selon Tewari, l'univers posséderait des principes cachés qui seraient à l'origine de la création de la matière fondamentale, de son assemblage et de son mouvement. Quelles sont ces lois et que nous disent-elles? Jetons-y un coup d'œil. Loi 1. L'univers ne possède qu'une seule entité primordiale, l'espace, c'est-à-dire le vide absolu, qui structure la matière. Selon cette loi, l'espace est l'élément fondamental de l'univers et il est responsable de la structuration de la matière. Elle suggère que l'espace est l'entité fondamentale qui crée et conserve la structure de la matière, et que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, comme les électrons et les positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Mais qu'est-ce qui retient toutes ces briques? L'espace, bien sûr. L'espace leur donne une forme et une structure. Comme ta boîte de Lego retient toutes tes briques colorées. Cette première loi stipule donc que l'espace est l'élément fondamental qui structure la matière et assure la cohésion de l'univers. Loi 2. La matière est constituée d'une seule sorte de particules fondamentales, les électrons et les positrons. Cette loi stipule que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, l'électron et le positron. Ce sont les briques de Lego dont nous venons de parler. Selon cette deuxième loi, ces minuscules particules invisibles constitueraient tout, de l'atome minuscule à l'immense galaxie. Quelle que soit la forme ou la taille de notre construction en Lego, elle est toujours constituée des mêmes éléments. Loi 3. La distribution des champs dans l'espace, telle que reconnue par la physique contemporaine, liée à la matière et émanant d'elle, est issue d'un seul champ fondamental dans l'espace. Cette loi stipule que les champs reconnus par la physique contemporaine, tels que les champs électromagnétiques et gravitationnels, sont des effets découlant d'un seul champ fondamental dans l'espace. Elle suggère que ce champ fondamental est responsable de la création de tout ce que nous observons dans l'univers. Tentons de simplifier les choses. Cette fois, imagine que l'univers est comme un grand terrain de jeu. Les différents champs que nous observons, comme le champ gravitationnel et le champ électromagnétique, sont comme différents jeux présents sur ce terrain. Mais l'important, c'est que nous sommes toujours dans un seul et même espace fondamental, le terrain de jeu lui-même qui maintient tout ensemble. Selon cette troisième loi, sans le terrain de jeu, nous ne pourrions jouer à aucun jeu. Et sans ce champ fondamental dans l'espace, nous ne pourrions observer aucun champ dans l'univers. Loi 4. Il n'y a de vide dans l'espace nulle part dans tout l'univers, sauf au centre des particules fondamentales de la matière, électrons et positrons. Cette loi stipule qu'il n'y a pas d'espace vide dans l'univers et que tout l'espace est rempli par le champ fondamental, celui dont nous avons parlé précédemment. Les électrons et les positrons se trouvent partout, et même les choses que nous considérons comme vides, comme le vide, sont en fait remplis de minuscules particules. Selon cette loi, les seuls espaces vraiment vides que nous pouvons trouver dans l'univers se trouvent au centre des particules fondamentales, électrons et positrons. Loi 5. À partir d'une seule constante universelle fondamentale, toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine sont dérivables. Cette loi stipule que toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine peuvent être dérivées d'une seule constante fondamentale.
Toutes les constantes de la physique sont interconnectées et peuvent être expliquées par un seul principe fondamental. Je sais que je t'ai déjà beaucoup demandé de te servir de ton imagination, mais sois patient avec moi. Cette fois-ci, imagine que l'univers est une grande recette de cuisine. Toutes les constantes de la physique, comme la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle et la constante de Planck, sont des ingrédients. Ils sont en grand nombre et tous très différents. Mais, tout comme tous les ingrédients d'une recette sont interconnectés et s'assemblent pour former un seul plat, toutes les constantes de la physique s'assemblent pour former l'univers. Et tout comme une recette a un ingrédient principal qui maintient tout ensemble, la physique a également une constante fondamentale unique qui maintient tout ensemble. Loi 6. La structure spatiale de la matière fondamentale sous-microcosmique se répète uniformément dans les structures spatiales des corps macrocosmiques comme les planètes, les étoiles et les galaxies. Cette loi stipule que la structure des particules fondamentales qui composent la matière se répète uniformément à toutes les échelles, des particules subatomiques aux grands corps macrocosmiques. Elle suggère que les mêmes principes fondamentaux régissent la structure de la matière à toutes les échelles. Revenons à notre analogie culinaire. En utilisant différents ingrédients et en les combinant de différentes manières, notre cuisinier peut créer de nouveaux plats. Ces plats seront tous différents, et ils peuvent être très simples ou très complexes. Mais en les créant, le cuisinier applique toujours les mêmes principes et les mêmes connaissances. De la même façon, l'univers crée différentes structures, des atomes aux galaxies en passant par les étoiles et les planètes. Mais il utilise toujours les mêmes principes fondamentaux pour créer toutes ces choses. Cette loi suggère donc que la structure des particules fondamentales qui composent la matière est répétitive et uniforme à toutes les échelles. Voilà les 6 lois fondamentales de l'univers, selon Tewari. Et même si tout ça n'est pas accepté par la science officielle, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Au cœur de la galaxie se trouve un objet mystérieux, tel qu'aucun astronome n'en a jamais observé. Il traverse le ciel comme une étoile filante sous caféine. Quelle est donc cette mystérieuse forme floue, et quel est son lien avec le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie? Découvrons-le ensemble. Cette chose s'appelle Xept. Il s'agit de la mystérieuse tache qui tourne autour du trou noir supermassif de notre galaxie depuis des décennies. Certains affirment même qu'il rôderait dans les parages depuis des centaines d'années. Nous ne savons que peu de choses au sujet de Xept. Par exemple, il pèse environ 50 fois le poids de notre Terre. Cela peut sembler énorme pour un terrien, mais à l'échelle de l'espace, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Xept se déplace également très vite, avec une vitesse pouvant atteindre les 1100 km par seconde. C'est plus rapide que lorsque tu essayes d'attraper la dernière part de pizza avant que ton colocataire ne s'en empare. Mais quelle est vraiment cette chose? Une étoile magique que nous n'avions jamais remarquée auparavant? Un vaisseau spatial extraterrestre? Eh bien, il existe quelques théories liées au futur destin tragique de cet objet. Et hélas pour lui, les jours de Xept sont comptés. À l'heure actuelle, il se trouve sur une orbite elliptique de 170 ans autour du trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Chaque année, il se rapproche de plus en plus du trou noir et dans quelque temps, il sera d'abord spaghettifié. Oui, c'est un vrai terme scientifique, puis finalement aspiré pour ne plus jamais être vu. Des trous noirs supermassifs se trouvent au centre de toutes les galaxies, y compris la nôtre, la Voie lactée. Ces trous noirs ont une telle masse qu'ils déforment l'espace-temps, obligeant les étoiles proches à orbiter autour d'eux à des vitesses phénoménales. Ils jouent le rôle d'aspirateur cosmique en captant tous ceux qui s'en approchent. Le trou noir au centre de notre galaxie porte le nom de Sagittarius à étoiles. On dirait le nom d'un célèbre streamer, n'est-ce pas? Mais cet objet céleste est bien plus impressionnant qu'un simple mortel. Il pèse environ 4 millions S de fois plus lourd que notre Soleil, ce qui signifie qu'il pourrait probablement dévorer tout notre système solaire en guise de petit déjeuner. Mais ne t'inquiète pas, ces trous noirs peuvent sembler effrayants, mais en réalité, ils sont bien trop petits pour rivaliser avec une galaxie entière.
Ils n'aspireront que quelques étoiles parmi les plus proches, et c'est tout. De plus, Sagittarius à astérisque ne semble pas avoir beaucoup d'appétit. On remarquait qu'il était plutôt calme ces derniers temps, ce qui est une assez bonne nouvelle pour tout le monde. Mais même s'il était très gourmand, il ne représenterait aucune menace pour nous. Ce trou noir se trouve à plus de 26 000 années-lumière de notre planète. Depuis la Terre, nous avons détecté sa présence dans la constellation du Sagittaire. En 2022, la collaboration des radiotélescopes Event Horizon a produit la toute première image de Sagittarius à astérisque. Des années de travail et de progrès technologiques auront été nécessaires pour capturer cette image étonnante. Et c'est la deuxième photo jamais prise d'un trou noir dans l'histoire. La première avait été publiée en 2019 et montrait le trou noir supermassif appelé M87 étoile. Oui, ils ont tous les deux étoile dans leur nom. Ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, tu te souviendras peut-être de cette photo comme de la toute première image d'un authentique trou noir. Elle a fait l'objet d'une véritable campagne virale sur l'internet. Et ce trou noir, même 427 astérisque, situé dans la galaxie Messier 87, est bien plus effrayant que Sagittarius A astérisque. Tu pensais que 4 millions de masses solaires, c'était impressionnant? Alors que dirais-tu de 2,5 milliards de masses solaires? Men 427 est un véritable monstre. Il est également connu pour ses prodigieux jets de plasma, si puissants qu'ils s'étendent à des milliers d'années-lumière depuis le centre du trou noir. Si Men 427 astérisque était un super-héros, ce serait Iron Man avec ses rayons répulseurs à fond. Bon, techniquement, tu ne peux pas prendre de photo d'un trou noir en lui-même, puisqu'il est estimate... Eh bien, tout noir. Aucune lumière ne peut échapper à son emprise. Mais l'anneau orange qui brille sur cette photo montre clairement la matière qui entoure Sagittarius A astérisque. Il s'agit du disque d'accrétion, un disque tourbillonnant de gaz chaud qui s'enroule en spirale autour du centre, s'échauffant à des millions de degrés au cours du processus. C'est comme un gigantesque tourbillon de flammes sans aucune échappatoire. L'ombre au centre indique le trou noir lui-même. À l'intérieur de cette ombre se trouve l'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite autour du trou noir, au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. C'est le point de non-retour, où la force de gravité est telle que même l'objet le plus rapide de l'univers, la lumière, ne peut s'en échapper. Une fois l'horizon des événements franchi, tu es condamné à tomber vers le centre du trou noir, où les lois de la physique telles que nous les connaissons n'ont plus cours. Et c'est exactement le sort qui attend notre malheureux Xept. En ce moment même, le nuage de matière est étiré et distordu par de puissantes forces de marée. D'ailleurs, avant de connaître une fin prématurée, Xept devrait nous donner un sacré spectacle. On prévoit qu'il atteindra le point le plus proche du trou noir au cours de son orbite, que nous appelons Périastre, d'ici 2036. Lorsqu'il sera finalement déchiré par les forces gravitationnelles de Sagittarius A astérisque, il se pourrait que l'on assiste à un véritable feu d'artifice. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus drôle, c'est que la fin annoncée de Xept pourrait nous aider à comprendre enfin ce que c'est que cette chose. Une équipe de scientifiques a étudié la façon dont l'étrange tache gravite autour du trou noir. C'est alors qu'ils ont découvert que Xept s'était étiré jusqu'à atteindre presque le double de sa longueur initiale. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela suggère que Xept est probablement constitué de débris éjectés lors d'une récente collision entre deux étoiles. Oui, tu as bien entendu. Comme un accident de voiture dans l'espace. Imagine ceci. Deux étoiles tombent amoureuses et commencent à se tourner autour pendant de nombreuses années. Ensuite, elles finissent par fusionner. À ce moment-là, elles éjectent des tonnes de gaz et de poussière. C'est peut-être cette danse cosmique qui a donné naissance à notre bébé Xept. C'est un peu comme les miettes laissées sur la table après un gigantesque festin spatial. Ce genre de phénomène est en fait assez courant, en particulier autour des trous noirs. C'est comparable à un accrochage galactique qui envoie des débris partout. Et à vrai dire, l'univers est rempli de telles taches mystérieuses. On les appelle les objets G. Non, ils n'ont rien à voir avec les Men in Black, mais ils sont tout aussi mystérieux et insaisissables. Cela fait plus de 20 ans que les astronomes s'interrogent sur ces objets. Ils ressemblent à des nuages de gaz, mais se comportent comme des étoiles. C'est comme s'ils n'arrivèrent pas à décider s'ils voulaient être un nuage ou un astre. Allez les gars, décidez-vous enfin!
Les objets G s'étirent au plus près du trou noir central, mais en ressortent intacts. Comme un élastique qui s'étire, mais ne se rompt pas. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'étoiles qui ont fusionné en une seule. Ce faisant, elles produisent également un énorme nuage de gaz qui masque le résultat à la vue de tous. Un peu comme lorsque tu portes un gros pull, pour que personne ne sache que tu as pris quelques kilos en trop. Et puis, une étude publiée en 2021 a révélé que l'un de ces objets, J2, était en fait un nuage moléculaire dissimulant 3 bébés étoiles. Quel rebondissement! Mais Xept est le mouton noir de cette étrange famille de nuages. Il est sensiblement différent des objets G, un peu comme le cousin bizarre que tu ne vois qu'une fois par an lors des réunions de famille. Son évolution a été plus spectaculaire. De plus, il n'est pas maintenu par une masse abritée en son centre. Alors, à quoi doit-il son intégrité? À la poudre de perlimpinpine? À la magie? Nous avons besoin de réponses. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Xept n'est pas un objet G en soi, mais des débris qui en seraient issus. Ou peut-être pas. Nous n'en savons rien. Les possibilités sont infinies, et c'est ce qui rend l'astronomie si passionnante. Gardons donc les yeux rivés sur le ciel et voyons quels autres objets étranges nous attendent. Qui sait, peut-être découvrirons-nous un autre corps mystérieux, et cette fois, ce sera un vaisseau spatial? Alors ça, ce serait génial. Fatigué de cette bonne vieille Terre ennuyeuse? Tu veux savoir ce qu'il y a au-delà du ciel étoilé? Tu n'es pas le seul. Cela fait des siècles que les gens se posent la même question. Heureusement, les scientifiques ont tout prévu. Ils ont découvert un grand nombre d'endroits étonnants situés à des années-lumière de notre planète bleue. Une année-lumière, c'est environ 9 trillions de kilomètres. Époustouflant, non? Alors, monte, le vaisseau spatial de la connaissance s'apprête à décoller. Ton premier arrêt se situe à 2,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Il s'agit d'un quasar, l'un des objets les plus brillants de l'univers et le premier à avoir été découvert. Un quasar n'est pas une étoile, mais une galaxie lointaine. Cet objet extrêmement brillant tire son énergie d'un trou noir supermassif. Un disque de matière tourbillonne autour du trou noir et crée une friction. C'est un peu comme lorsque tu as froid et que tu frottes tes mains l'une contre l'autre pour te réchauffer. La friction entre les paumes crée de la chaleur, ce qui procure une sensation de bien-être et de confort. La même chose se produit dans le quasar, mais la quantité de chaleur est plus importante, bien plus importante. J'espère que tu n'as pas oublié d'emporter de la crème solaire. La température au cœur de ce quasar peut atteindre 10 trillions de degrés Celsius. Cet objet brille 100 fois plus que toutes les étoiles de sa galaxie réunies. Il est temps de baisser un peu la température. Moins 272 degrés Celsius pour être précis. C'est la température d'une jeune nébuleuse planétaire appelée nébuleuse du Boomerang. Elle se trouve à 5000 années-lumière de la Terre. Le télescope spatial Hubble de la NASA a pris des images de cette formation en 1998. Elle est composée de gaz provenant d'une étoile en fin de vie. À l'intérieur de la nébuleuse, il y a plus de vent que dans la ville des vents. Les vents atteignent des vitesses de 500 000 km/h. Et c'est à eux que l'on doit les températures glaciales de la nébuleuse. Les chercheurs ont été impressionnés de découvrir que la température de la nébuleuse du Boomerang est à peine supérieure d'1 degré au zéro absolu. Le 0 Kelvin devrait être la température la plus froide possible. C'est le point où toute activité moléculaire et atomique s'arrête. Brrr. Cela donne envie d'augmenter le thermostat de son vaisseau spatial. Ensuite, tu vas te rendre dans un endroit que tu n'as pas forcément envie de visiter. Je suis désolé. Il s'agit du trou noir le plus massif. Ce géant est situé au cœur d'une grande galaxie à quelques 10,4 milliards d'années-lumière de notre planète. Sa masse est 66 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. De quoi faire rougir de honte le trou noir supermassif de notre galaxie. La masse de ce dernier n'est que 4,5 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Mais mieux vaut ne pas s'en approcher, car les trous noirs se nourrissent de matière. En calculant la quantité de matière qu'ils consomment, les scientifiques peuvent déterminer leur taux d'expansion. Et ces trous noirs ont un sacré appétit. Les astronomes pensent que des trous noirs supermassifs se cachent quelque part dans l'univers. S'ils existent vraiment, leur masse est estimée à plus de 100 milliards de fois celle du Soleil. Il est temps de manger quelque chose de léger. Le vaisseau spatial entre dans le système Kepler 51.
Ce système abrite les planètes les plus légères de notre univers, appelées superpuffs. Ce terme évoque quelque chose de léger, et c'est effectivement le cas. La masse de ces planètes est égale ou légèrement supérieure à celle de la Terre, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont petites. Imagine-les comme des barbes à papa géantes de la taille de Jupiter. Il s'agit de planètes nouvellement nées dont l'atmosphère est encore en train de se refroidir. Il est cependant préférable d'attendre la fin de ce processus, car 260 degrés Celsius, c'est trop chaud à gérer. Mais pour les experts, les superpuffs sont spéciales. Ces planètes sont incroyablement rares, puisque les chercheurs ont réussi à en découvrir moins de 20 à ce jour. Es-tu prêt pour une course? Supposons que le vaisseau sur lequel tu te trouves voyage à une vitesse de 40 000 km/h. C'est le record de la vitesse la plus élevée de l'histoire de l'humanité. Il a été établi par le trio d'astronautes de la NASA lors de la mission Apollo 10 en 1969. Et non, je ne parle pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ceux-ci ont participé à la mission Apollo 11 plus tard dans l'année. Aujourd'hui, tu vas te mesurer à une étoile située à 18 000 années-lumière de la Terre. Ton plus grand avantage est qu'il s'agit d'une étoile à neutrons. Elle s'est formée lorsqu'une autre étoile massive s'est retrouvée à court de combustible nucléaire et n'a plus pu subvenir à ses besoins. Imagine une voiture roulant sur un réservoir vide. La victoire ne saurait être plus proche, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Lorsqu'une étoile massive estime que son temps est écoulé, elle rétrécit et se met à tourner. Les patineurs artistiques font de même pendant une pirouette. Ils replient leurs bras pour augmenter la rotation au maximum. Cette étoile à neutrons est la championne de l'univers. Elle tourne à une vitesse de 250 millions de kilomètres à l'heure. Cela représente environ 24% de la vitesse de la lumière. Waouh! Tu es à court d'énergie en ce moment? Il est temps de se recharger avec un sursaut gamma. Les rayons gamma sont des ondes électromagnétiques générées par diverses formes de rayonnement. Ces sursauts étaient pratiquement inconnus de la science jusqu'à la fin des années 1960. Des satellites équipés de détecteurs de rayons gamma ont accidentellement enregistré d'énormes bouffées de rayonnement en dehors de notre système solaire. De quoi s'agit-il? Rien de sombre, assurément, puisque ce sont les formes les plus énergétiques de la lumière. Les scientifiques pensent que les sursauts gamma se produisent lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision et forment un trou noir. L'autre explication est que ce sont les étapes finales de la vie d'une supernova. Cet événement se produit lorsqu'une étoile décide de s'éteindre avec fracas. Les sursauts gamma sont plus brillants qu'un diamant. Ils sont 1 million de billions de fois plus brillants que le Soleil. C'est une véritable explosion d'énergie. Ton humeur s'est un peu détendue. Tu veux visiter un endroit qui a de l'attrait. Non, je ne parle pas d'une station balnéaire, mais d'un magnétar. Il s'agit d'une étoile à neutrons un peu particulière. Les magnétars ont un champ magnétique 1000 milliards de fois plus puissant que celui de notre planète. Mais ne te laisse pas séduire par cet attrait. Disons simplement que tu ne vivras pas assez longtemps pour le raconter si tu t'approches de l'une d'entre elles. En 2004, une éruption provenant de la surface d'un magnétar a réussi à comprimer le champ magnétique terrestre à une distance de 50 000 années-lumière. Impressionnant pour une étoile de la taille d'une ville. Cela donne envie de faire équipe avec cet aimant surdimensionné pour commettre le plus grand hold-up qui soit. Un magnétar a la capacité de voler toutes les cartes de crédit de la planète Terre à une distance égale à celle de la Lune. Heureusement pour les humains, la NASA n'a découvert que 31 de ces étoiles à ce jour. Tu as à peine échappé à l'attraction d'un magnétar. Soudain, tu ressens une force étrange qui t'éloigne de ton point d'attache. Il s'agit du grand attracteur, l'un des plus grands mystères de l'univers. Cette irrégularité gravitationnelle massive nous attire de plus en plus près d'elle depuis des milliards d'années. Les scientifiques estiment que le grand attracteur est situé au centre du superamas Laniakea. Ce nom signifie « ciel incommensurable » en hawaïen. Il représente un gigantesque ensemble de planètes, d'étoiles et d'astéroïdes. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une tache dans cet énorme superamas. Selon la théorie du Big Bang, pas la sitcom mais la vraie théorie, l'univers s'est développé dans toutes les directions. Mais le mystérieux grand attracteur ralentit les choses. De quelle manière exactement? Les chercheurs n'ont pas encore trouvé la réponse à cette question. Le bon côté des choses, c'est qu'ils savent bien nommer ces phénomènes. La fin de l'univers s'appellerait le Big Crunch, à supposer qu'il y ait encore quelqu'un pour l'appeler ainsi. Ton voyage s'achève lui aussi aux confins de l'univers. La galaxie la plus éloignée de la Terre est également la plus ancienne. Les galaxies qui se sont formées en premier après le Big Bang sont celles qui ont dérivé le plus loin. Ainsi, chaque fois que les télescopes de pointe détectent un point très éloigné,
Ils donnent aux scientifiques une image des origines de l'univers. Il existe actuellement une chose mystérieuse dans l'espace. Une tâche insolite que les scientifiques essaient en vain d'expliquer depuis plus de 15 ans. Plusieurs théories ont été élaborées à ce sujet. L'une d'elles affirme qu'il pourrait s'agir d'une marque laissée par une collision avec un univers parallèle. Est-ce vrai? Voyons ce qu'il en est. Regardez cette carte. C'est la carte de notre univers. Enfin, pas vraiment. Il s'agit en réalité de la carte du fond diffus cosmologique, également appelée simplement rayonnement fossile. Il y a plusieurs milliards d'années, il y eut un Big Bang, grande explosion. Ce dernier fut si puissant qu'il créa notre univers tout entier. Bien entendu, un tel événement ne pouvait pas se produire sans avoir de répercussions. Et il s'avère que ses conséquences sont littéralement partout. Le Big Bang a donc laissé derrière lui un rayonnement électromagnétique, que nous connaissons sous le nom de rayonnement fossile. Nous ne le voyons pas, et pourtant, il est littéralement là, sous notre nez, dans notre vie quotidienne. Et si vous aviez des super-pouvoirs, vous verriez que tout ce qui vous entoure brille de cette faible lumière. Ce rayonnement est très important. Si nous n'avions jamais trouvé le rayonnement fossile, nous n'aurions jamais découvert le Big Bang. Avant cette découverte, les scientifiques pensaient que l'univers avait toujours existé. Il n'y avait pas de commencement et il n'y aurait pas de fin. Cela nous semble aujourd'hui assez ridicule, mais il y a moins d'un siècle, les gens en étaient absolument sûrs. Stephen Hawking a été l'un des premiers scientifiques à deviner que l'univers avait bel et bien un commencement. Ce type était tellement cool qu'il s'en est rendu compte alors qu'il n'était encore qu'un étudiant, alors qu'il travaillait sur sa thèse de doctorat. Malheureusement, il n'avait aucune preuve à l'époque. S'il y a eu une telle explosion il y a des milliards d'années, alors où sont les traces? Où en est la preuve? S'esclavent alors ceux qui croient à la théorie de l'éther stationnaire. Mais pas de panique, cette preuve est vite arrivée. En 1965, les astronomes Arno Penzias et Robert Wilson découvrirent le rayonnement fossile. Ce fut la première preuve grandiose du Big Bang. Il s'est avéré que le rayonnement était partout, mais invisible à nos yeux. D'ailleurs, au début, Penzias et Wilson eux-mêmes l'avaient confondu avec le bruit d'une grande ville, ou avec des pigeons, ou quelque chose de ce genre. Pour leur découverte, qui bouleversa par la suite le monde de la science, ils reçurent le prix Nobel. Les gens découvrirent donc qu'ils étaient entourés de rayonnements électromagnétiques. Ils ont ensuite commencé à collecter des données à ce sujet et ont accumulé de plus en plus d'informations au fil des ans, jusqu'à ce qu'ils réalisent cette carte. Il s'agit d'une carte des températures du rayonnement fossile. En la créant, les scientifiques ont découvert quelque chose d'inhabituel. Jetons-y un coup d'œil. Elle ressemble à un vaste ensemble d'endroits chauds et froids. Mais en réalité, notre univers est assez uniforme. Toutes les températures sur cette carte sont proches de moins 270,5 degrés Celsius, avec très peu de différence entre elles. Ces fluctuations de température entre les différents points de la carte s'avèrent de faible amplitude, et chaque petit point s'étend en fait sur des millions d'années-lumière. Notre monde est donc plutôt calme et stable, sauf sur un point, le cold spot, qui signifie « point froid » en français. C'est ce point, juste ici. Les astronomes l'ont découvert pour la première fois en 2004. À première vue, il n'y a rien d'inhabituel. Il s'agit simplement d'une région où la température est inférieure à la moyenne de quelques microkelvins. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une petite zone, il s'agit d'une gigantesque région froide. Elle fait littéralement des millions d'années-lumière. Une petite minute, ont alors objecté les scientifiques. Cela ne peut pas être vrai. L'univers devrait être homogène partout. Selon notre modèle standard, ce point froid ne devrait tout simplement pas exister. Or, il se trouve qu'il est là. Il ne s'agit pas d'une simple erreur mathématique. Il existe bel et bien. Qu'est-ce que ce point froid? Et comment est-il apparu? Les astronomes tentent de répondre à ces questions depuis des années. Aujourd'hui encore, nous ne disposons que de quelques théories. Parlons-en. Théorie 1, texture cosmique. Cette idée a été évoquée à la fin de l'année 2007. Des scientifiques ont alors suggéré que le cold spot pourrait représenter des collines de l'espace. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'une région cabossée de l'univers, qui fait simplement partie de sa composition. Néanmoins, il s'agit d'une théorie assez stupide, qui a été rapidement écartée. Théorie 2, le supervide. Considérée pendant un certain temps comme la plus plausible,
Cette hypothèse affirmait que le cold spot était en fait ce que l'on appelle un supervide. Il s'agit d'un endroit terrifiant et sombre de notre univers, où il n'y a pratiquement pas de galaxies. Et c'est justement parce qu'il s'agit d'une région déserte, où il n'y a presque rien, qu'elle nous semble froide. Cette théorie a toutefois été réfutée en mai 2017. Après avoir examiné attentivement le cold spot, les scientifiques ont constaté qu'il n'y avait aucun signe d'un supervide à cet endroit. En outre, les vides et les supervides, qui existent réellement, soit dit en passant, sont toujours de très petite taille. Or, le cold spot est littéralement des milliers de fois plus grand qu'ils ne le sont en général. Il devait donc y avoir une autre explication. Et il se trouve qu'il y en a une. Peut-être la plus étrange de toutes. Théorie 3. Un univers parallèle. Cette idée controversée a été avancée par la cosmologue et physicienne théoricienne Laura Mersini-Houghton. Selon elle, le cold spot pourrait être la trace laissée par une collision de notre univers avec un univers parallèle. La cosmologie standard ne peut pas expliquer un trou cosmique aussi gigantesque, explique Laura Mersini-Houghton. Il s'agit de l'empreinte indéniable d'un autre univers situé au-delà des limites du nôtre. Son hypothèse est basée sur la théorie du multivers, d'après laquelle il existe en fait un nombre infini d'univers comme le nôtre dans le monde. Ils entrent constamment en collision les uns avec les autres et se poussent les uns les autres. Push en anglais, ce qui crée des nouveaux Big Bang. Peut-être le cold spot est-il une espèce d'échymose résultant d'une telle collision? En mécanique quantique, ce genre de théorie délirante est assez courant, mais pour la physique standard et la compréhension du monde, c'est un véritable bouleversement. Bien sûr, nous avons besoin de preuves solides. L'équipe de Mersini-Houghton a commencé à y travailler. Le professeur Tom Shanks, du Centre d'astronomie extragalactique de l'Université de Durham, participe également à ces recherches. Le multiverse, le plus fou des modèles exotiques d'explication du cold spot, est en réalité le plus standard si l'on se réfère à notre modèle actuel de l'univers, écrit-il dans l'un de ses ouvrages. De quelles preuves avons-nous besoin? Notre cold spot est situé dans l'hémisphère sud. Selon Shanks, s'il y a vraiment eu une collision entre deux univers, nous devrions trouver un autre cold spot, et il devrait se trouver dans l'hémisphère opposé, l'hémisphère nord. Si les astronomes le trouvaient, cette théorie serait confirmée, et ce serait la première preuve de l'existence d'un univers parallèle. Évidemment, tout n'est pas si simple. Pour trouver un deuxième point, nous avons besoin des télescopes les plus récents et les plus sensibles qui existent. Nous devons également en apprendre davantage sur la nature de l'énergie noire et la manière dont elle affecte l'espace, etc. En d'autres termes, le chemin à parcourir est encore long. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques pensaient avoir découvert le deuxième cold spot. Des chercheurs du Nouveau-Mexique croyaient l'avoir trouvé dans l'hémisphère nord. Malheureusement, il s'agit probablement d'une erreur. La carte utilisée par ces chercheurs comportait une grande part d'inconnus. Il est donc possible que leur découverte ne soit que le résultat d'un accident causé par d'autres vides. En résumé, aucun autre cold spot n'a encore été trouvé jusqu'à présent, malgré des recherches minutieuses. Cela dit, encore une fois, même le meilleur et le plus moderne des équipements reste loin d'être parfait. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres cold spots, mais simplement que nous ne l'avons pas encore trouvé. Si un jour nous le trouvions, cela pourrait révolutionner le monde de la science pour toujours. Nous confirmerions non seulement la théorie des univers parallèles, mais aussi la fameuse théorie des cordes. Cela pourrait expliquer tout ce qui se passe dans notre monde. En revanche, si cela se produisait, nous aurions encore plus de questions que nous n'en avions déjà. Comment ces deux univers sont-ils entrés en collision? Comment tout cela fonctionne-t-il? Jusqu'à présent, il ne s'agit que de suppositions. Nous ne pouvons pas affirmer que le cold spot est la trace laissée par la collision d'univers. Au moment où la Terre sera coupée en deux moitiés, la quasi-totalité des êtres vivants disparaîtront. Aucun film n'a jamais décrit une telle apocalypse. L'atmosphère sera touchée, le champ magnétique modifié et l'aspect de notre planète complètement transformé. Mais la Terre aura l'occasion de se renouveler entièrement et la vie, tel un phénix, renaîtra de ses cendres. Pour couper la planète en deux, un laser super puissant sera nécessaire. Il recevra son énergie directement du Soleil, l'arme sera envoyée dans l'espace à bord d'une fusée et voyagera à des milliers de kilomètres de notre monde. Une fois à destination, il se déploiera pour exposer ses panneaux à sa source lumineuse. Le laser absorbera et concentrera les rayons du Soleil.
Ensuite, un puissant faisceau d'énergie, du diamètre de plusieurs villes, sera projeté sur le centre de la planète. En raison des températures extrêmes, les océans traversés par le faisceau se mettront à bouillir et s'évaporeront. Ces vapeurs se transformeront en de vastes nuages d'orage dans le ciel. Un vent puissant les poussera au-dessus des continents, de fortes pluies tomberont, inondant non seulement les villes, mais des pays entiers. Avec le déplacement des plaques tectoniques, les mers se soulèveront pour former de terribles tsunamis. Et d'énormes vagues s'écraseront sur les côtes. La Terre a donc été coupée en deux, et ce n'est que le début. La structure de la planète, ou plutôt de chacune de ses moitiés, est en train de changer. De forts tremblements de terre se produisent partout dans le monde. Les pires catastrophes se produisent près de la ligne de faille. Des milliards de tonnes de terre commencent à s'effondrer. Des glissements de terrain énormes entraînent des villes entières. Des morceaux de la Terre de plusieurs milliers de kilomètres de large sont projetés dans l'espace. Les créatures qui vivaient sur ces fragments sont emportées elles aussi. Certaines retombent sur la moitié de la planète dont ils sont le plus proches. Imagine un rocher de la taille d'une ville tombant du ciel. Maintenant, représente-toi des centaines, voire des milliers de ces pierres. Seuls ceux qui vivent loin de la ligne de fracture ont une chance de survivre. Mais même là-bas, les tremblements de terre détruiront les maisons. Et la Lune commencera aussi à projeter des débris. Ces éclats, tels une pluie de météorites, tomberont sur les deux moitiés de la Terre et leur impact sera d'une violence inouïe. Ces explosions provoqueront des incendies. Le ciel sera rempli de cendres et tant qu'elles ne seront pas dissipées, nous ne pourrons pas voir le Soleil. Les deux parties de la planète s'éloignent maintenant l'une de l'autre. Au milieu d'elles, le cœur brûlant de notre Terre est exposé. Ce noyau est composé de métaux en fusion. Chaque moitié du noyau exude une énergie comparable à celle d'une étoile. Entre les deux moitiés de la Terre, les températures sont si hautes que rien ne peut y survivre. Tout objet qui entre dans cette zone tombe immédiatement en cendres. La masse au niveau du noyau étant beaucoup plus importante qu'au niveau de la surface, la gravité y est aussi nettement supérieure. Le noyau attire tout ce qui s'en approche. Impossible de voyager d'une moitié à l'autre de la Terre. Les navettes n'ont aucune chance de résister à cette force. Les deux parties du globe vivent maintenant séparément. Normalement, le noyau est ce qui crée, en tournant, le champ magnétique de la planète. Ce champ est un bouclier qui nous protège du Soleil et de l'espace. Si ce bouclier est endommagé, les rayonnements solaires et cosmiques passent à travers l'atmosphère. Comme le noyau est lui aussi divisé, le champ magnétique de la Terre devient instable. Des coupures de courant surviennent sur les deux hémisphères. Micro-ondes, téléviseurs, bouilloires, feux de circulation, ordinateurs, plus rien ne fonctionne. L'écran de ton ordinateur portable ou de ton téléphone se met à clignoter. Les vidéos se figent et la batterie épuise sa charge en une seconde. Les satellites cessent de fonctionner, ce qui signifie qu'il n'y a plus de GPS. Les ondes radio à haute fréquence, utilisées pour les communications, sont coupées et tu ne peux plus ni téléphoner ni envoyer de messages. En fait, toutes les centrales électriques se seront peut-être enfoncées sous terre ou auront été inondées en raison des séismes. Et il se peut donc qu'il n'y ait plus d'électricité du tout. Certaines personnes sont sensibles aux tempêtes solaires et souffrent de graves maux de tête. Si le champ magnétique est endommagé, le risque est grand que les créatures vivantes souffrent toutes de fortes migraines. Les scientifiques devront inventer des casques spéciaux pour protéger les gens du soleil. Pour une protection totale, il nous faudra vivre dans des villes souterraines. Les aiguilles des boussoles ne pointeront plus vers le nord, elles tourneront simplement dans toutes les directions. Les oiseaux deviendront fous, ils ne sauront plus où voler pour passer l'hiver, car le sud n'existera plus pour eux. Tous les animaux cessent maintenant de migrer. Dans le ciel, les avions ne peuvent plus s'orienter. Les plantes et les fleurs ne peuvent plus pousser naturellement à cause de l'augmentation du rayonnement solaire. Le bétail est sous-alimenté, la qualité des produits se détériore, la famine sévit. Les habitants des deux moitiés de la planète ne pensent plus qu'à survivre. Dans certains endroits plus proches de la faille, l'atmosphère terrestre est complètement détruite. Les conditions y sont désormais similaires à celles qui règnent dans l'espace. Il n'y a plus d'air, ni de chaleur. C'est seulement vêtu d'une combinaison spatiale que tu peux demeurer dans cette zone. Malheureusement, tu ne pourras ni sauter ni voler, car la gravité est toujours là. Par ailleurs, c'est la gravité qui constitue le salut de notre planète. En raison de la gravité, les deux parties de la Terre ne seront pas précipitées l'une sur l'autre. Au contraire, elles se tourneront autour et commenceront à se rapprocher. Dans 100 000 ans, les deux parties de la planète se reconnecteront et la Terre sera complètement renouvelée. Comme le noyau est fait de métal fondu, il formera à nouveau un seul cœur.
Mais il faudra beaucoup plus de temps pour que la croûte terrestre elle-même se ressoude complètement. Une cicatrice se formera le long de la faille. Cette cicatrice sera recouverte de forêts et inondée par les océans. Mais il y aura encore de forts tremblements de terre à certains endroits. À ce moment-là, tous les êtres vivants auront probablement disparu. Sur notre planète, les conditions seront à peu près les mêmes qu'il y a 4,5 milliards d'années. Les mers et les océans seront en ébullition, la foudre frappera partout, les plaques tectoniques bougeront sans cesse et la lave s'écoulera des volcans en un flot rapide. La Terre ressemblera à une vaste marmite bouillonnante à l'intérieur de laquelle la vie apparaîtra progressivement. Comme la Terre aura diminué de taille et que le noyau n'aura pas beaucoup changé quant à lui, la gravité sera différente. Sur Terre, il sera plus difficile pour une personne ordinaire de marcher. On pèsera bien plus lourd. Dans de telles conditions, une nouvelle forme de vie jusqu'alors inconnue verra le jour. Aujourd'hui, l'atmosphère et les océans du monde sont pollués, la population augmente et les glaciers fondent. Dans l'avenir, les choses pourraient être bien pires encore pour notre planète. Dans 1000 ans, lorsque l'humanité aura maîtrisé le voyage spatial, nous pourrions décider de déménager. Nous commencerons à chercher d'autres planètes semblables à la Terre et nous trouverons peut-être une bonne candidate. Cependant, rien ne pourrait vraiment remplacer notre première demeure, et l'humanité déciderait probablement de la guérir. Peut-être aurons-nous alors l'idée de diviser la planète en deux et de vivre d'un seul côté. Et au bout de 100 000 ans, notre Terre serait à nouveau saine et entière. Et si on divisait d'autres planètes? Comme elles ne possèdent pas de champ magnétique, elles ne seraient pas aussi affectées. Par exemple, Vénus et Mars n'ont ni mer, ni océan, ni lac. Certains scientifiques pensent qu'elles se sont asséchées lorsque le champ magnétique y a disparu. Cela a conduit à la destruction complète des atmosphères de ces planètes. Les vents solaires y ont soufflé si fort qu'il n'est plus resté aucun liquide à leur surface. L'atmosphère terrestre nous protège de ces vents et nous sommes en sécurité. Il n'y aurait pas de cataclysme majeur sur les autres planètes, à l'exception des tremblements de terre. Comme sur Terre, les deux parties de ces mondes tourneraient simplement l'une autour de l'autre, puis elles se reconnecteraient.